Bonjour, merci beaucoup Lionel Erskovici, donc avocat au sein du cabinet PRK et Associés. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, quelques chiffres et quelques grandes lignes. Comme vous le savez tous, la crise Covid a lourdement frappé notre pays et depuis le 12 mars dernier, on a commencé par le confinement et le gouvernement, pour éviter une chute totale de notre économie, a réactivé un dispositif qui existait déjà et l'a très largement ouvert, c'est le dispositif de l'activité partielle qu'on appelait auparavant chômage partiel. C'est un dispositif qui a été réformé en 2013, mais qui, au cours des mois de mars, avril et mai 2020, a été profondément ouvert. Il n'a pas été remanié dans son principe, mais il a été très largement ouvert, avec comme première règle le principe de l'acceptation implicite de la mise en activité partielle par l'administration au bout de 48 heures. Alors, on est arrivé donc à des chiffres. Je vais faire passer le slide suivant s'il veut bien se mettre à diffuser. Voilà. Ça, c'est une courbe. C'est la courbe exponentielle du nombre de salariés qui ont été placés en activité partielle. Alors, il n'y a pas les mois qui s'affichent, mais ça part du mois de mars dans la partie gauche et ça monte au mois de mai. Je crois que ce sont des chiffres arrêtés au 18 mai. On voit qu'on est à 12 millions de salariés, 12 millions et demi au mois de mai de salariés qui étaient placés en activité partielle. Donc, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Et on voit derrière que ça représente 932 000 entreprises qui demandent l'indemnisation de l'activité partielle pour les collaborateurs qu'elles ont placés en activité partielle. Ça fait donc un nombre évidemment très, très important. On estime aujourd'hui que le coût de l'activité partielle s'approche gentiment des 20 milliards d'euros. Donc, on peut clairement entendre qu'on est sur un enjeu financier colossal, très important. Et dans la mesure où les entreprises ont été placées, ont pu placer leurs collaborateurs en activité partielle par le biais d'autorisations implicites, l'administration n'a pas pu faire de contrôle a priori des demandes de mise en activité partielle. Du coup, on se doute clairement qu'il va y avoir des demandes de contrôle a posteriori de la mise en activité partielle. Et les premiers mouvements ont déjà eu lieu dès le mois de mai. La première salve, je dirais, c'est le 5 mai. On a une instruction du 5 mai 2020 qui a été signée par la ministre du Travail elle-même, ce qui est un indicateur. Hein. Normalement, les instructions ministérielles sont signées par le directeur du cabinet, mais pas par le ministre. Or là, c'est la ministre qui l'a signée elle-même et qui prévoit les modalités de ces différents contrôles qui vont être opérés au sein des entreprises. Vous verrez tout au long de ce webinaire qu'on a envisagé finalement 1001 modalités, 1001 moyens, sans vouloir être totalement anxiogène, pour contrôler les entreprises, des moyens automatisés, informatisés, des moyens humains qui vont aboutir à des contrôles, que ce soit des contrôles par l'administration du travail, que ce soit des contrôles par l'URSSAF, mais également, et c'est la partie que va vous développer Stéphanie Kubler, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes, le développement d'un contentieux de l'activité partielle, d'un contentieux individuel prud'homal. Vous savez bien évidemment que les collaborateurs donc, ont été placés en activité partielle. On est parfois dans des situations où l'activité partielle n'est pas suivie ou réalisée comme elle se doit, et ça va nécessairement générer des contentieux. Je vais laisser la parole donc à Stéphanie Kubler qui va pouvoir se présenter et puis qui reprendra toute la partie donc contentieux individuel. À toi Stéphanie. Merci Lionel pour cette introduction et bonjour à tous. Donc Stéphanie Kubler, associée au sein du cabinet PRK, pour cette première partie relative aux contentieux qui pourront découler demain de l'activité partielle. Alors comme l'a rappelé précédemment Lionel, le dispositif de l'activité partielle n'est pas un dispositif qui a été instauré au cours de la crise sanitaire, même s'il a été profondément remanié au cours de ces dernières semaines. Par conséquent, les contentieux individuels qui découleront demain de l'activité partielle reposeront sur des principes qui sont a priori déjà connus par les entreprises, mais également par les salariés. Ce qui risque d'être inédit au regard des courbes qu'on a vues tout à l'heure, c'est le volume de ces contentieux au regard du recours massif à l'activité partielle, pas seulement sur les dernières semaines, mais on sait aussi sur les mois qui vont venir en 2020 et peut-être même au-delà.
En revanche, petit bémol sur le caractère non inédit de ces contentieux, c'est le dispositif de l'individualisation de l'activité partielle qui a été instauré sous certaines conditions avec l'ordonnance du 22 avril 2020. Tout d'abord, les contentieux qui découleront directement de l'activité partielle. Je commencerai avec ceux relatifs aux heures travaillées. On sait que les salariés qui n'ont pas été en inactivité totale voient leurs heures travaillées rémunérées normalement. A priori, pas de difficulté sur cette rémunération, sauf qu'en réalité, si, notamment avec une discussion possible sur le volume de ces heures. Pourquoi? Parce que demain, hier et après-demain, on pourra avoir une distorsion entre, d'une part, les heures déclarées par l'employeur et d'autre part, la charge de travail alléguée par le salarié au cours de la même période. Je rappelle les principes énoncés par le Code du travail en la matière. C'est à l'employeur de fournir au juge des éléments qui permettent de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Et c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, que le juge va former sa conviction. Alors, on l'aura compris, ce qui compte ici, c'est la charge de la preuve, la répartition de cette charge entre les parties. Et les principes sont posés déjà en la matière par la jurisprudence. Les employeurs connaissent ces règles, notamment dans les contentieux relatifs aux heures supplémentaires. Et je rappellerai ici deux tendances récentes de la Cour de cassation en la matière. Tout d'abord, il appartient uniquement au salarié de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande pour que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, puisse répondre utilement au salarié et produire ses propres éléments. Deuxième observation, les salariés qui réclament la condamnation de l'employeur, par exemple, à des heures supplémentaires, n'ont plus l'obligation de fournir un décompte des heures qu'ils estiment avoir travaillé sur la semaine civile. On l'aura compris, ce qui compte ici et ce qui va faire la différence demain dans les contentieux, c'est le caractère effectif et efficace du contrôle des heures travaillées qui auront été mis en place par les employeurs. Et ce contrôle, on l'examinera plus tard dans la présentation qui sera faite par Émilie et par Lionel, mais aussi par Franck. Ce contrôle n'aura pas seulement pour vocation à éviter les sanctions en cas de vérification sur l'activité partielle, mais aussi de limiter le risque financier des contentieux individuels en rappel de salaire qui pourraient être initiés demain par certains salariés. Deuxième aspect qui pourrait conduire à certains contentieux, c'est donc l'indemnité horaire qui est versée par le salarié. Je rappelle que la base de calcul de cette indemnité, notamment pour ceux qui bénéficient de primes, pourrait là encore être sujette à discussion. Est-ce que toutes les primes ont bien été intégrées? Est-ce qu'elles l'ont été dans la mesure où elles devaient l'être? Sur les bulletins de salaire, aujourd'hui, l'employeur, en cas de recours à l'activité partielle, doit préciser 3 mentions, dont notamment le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité. Ce taux paraît anodin, sauf qu'on sait que pour certains salariés, il sera quand même plus complexe à calculer que pour d'autres. Et demain, si ce taux a été minoré, cela pourrait entraîner des contentieux individuels en rappel de salaire de la part des salariés. Et à l'inverse, on aura aussi des entreprises qui, par erreur, pourraient avoir aussi majoré ce taux. Et dans cette hypothèse, cela permettra à des employeurs d'engager des procédures en restitution, l'erreur n'étant pas créatrice de droit alors pour le salarié. Troisième partie, à mon sens importante pour l'année 2020, mais aussi pour l'année 2021, c'est la question de la rémunération variable. La rémunération variable afférente à l'année 2020 va être nécessairement impactée par le recours au dispositif de l'activité partielle, qu'il ait duré plusieurs semaines ou plusieurs mois. D'une part, parce que la base d'indemnisation des heures chômées se fait par référence à l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé. Or, on sait que les primes à caractère annuel, et c'est le cas de la plupart des variables, lorsqu'elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, ne sont justement pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé. C'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Deuxième raison, durant la suspension du contrat de travail, le salarié pourrait arguer
que n'ayant pas travaillé, lorsqu'il aura été en inactivité totale pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, il n'a pas été en mesure matériellement de réaliser les objectifs qui lui avaient été assignés, quantitatifs et ou qualitatifs. Alors, la recommandation, moi, que je fais aux entreprises sur cette question, elle est d'envisager, d'aménager les variables de l'année 2020 sous certaines conditions qui sont les suivantes. Pour ceux dont la rémunération variable est contractualisée, vous devrez respecter le même formalisme et tout aménagement du variable qui avait déjà été signé en 2020 devra en passer par la signature d'un avenant au contrat de travail et l'accord express et préalable du salarié. Pour les employeurs qui n'ont pas ce système de contractualisation et qui fixent unilatéralement les objectifs, mais aussi le montant des primes, ma recommandation est de rester réaliste et de ne pas faire porter sur les salariés le poids de la crise économique que pourrait à ce moment-là avoir traversé ou traverser encore l'entreprise. Je rappellerai ici qu'en cas de désaccord, c'est le juge qui tranche cette question et qui décide du montant du variable devant revenir au salarié. Le juge se fixe pour le faire sur les critères des années précédentes et sur les objectifs qui avaient été acceptés par le salarié. Mais ici, les parties pourraient trouver un accord à ne pas aller devant le juge et à aménager conjointement le variable. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire est survenue mi-mars 2020. À cette date, on peut légitimement penser que les plans de variables annuels avaient déjà été acceptés et signés par les salariés. Donc le salarié, demain, en allant devant le juge, prend un risque, à savoir que le juge pourrait considérer que l'avenant qui a été signé devra s'appliquer strictement et ne sera pas impacté, non seulement par la crise du Covid et la crise économique, mais non plus par l'activité partielle qui aura été instaurée au sein de son entreprise durant plusieurs semaines ou plusieurs mois. À l'inverse, l'employeur pourrait aussi s'inquiéter de ce qu'un juge trouverait anormal qu'on applique à la lettre le plan de variable et le juge pourrait décider de proratiser les objectifs qui auraient dû être réalisés sur l'année 2020 par les salariés. D'où l'intérêt à ce moment-là, si c'est possible et quand ce sera possible, de prévoir de tels aménagements. Rappel important sur la prescription en la matière. Elle est de 3 ans en matière de créance salariale à compter du jour où celui qui exerce son action connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Pour les salariés payés au mois, c'est à la fin du mois que pour l'ensemble de la rémunération, la prescription va démarrer. Alors, on a parlé tout à l'heure du taux de l'indemnité versée par l'employeur et de son calcul. Est-ce que la seule mention de ce taux sur le bulletin de salaire que vous remettez aux salariés est suffisante ou non pour faire démarrer la prescription de 3 ans? À mon sens, la réponse est double. La réponse sera oui, lorsque le calcul de ce taux est relativement simple et qu'il procède, par exemple, d'un salaire forfaitaire sans complication. Par contre, à l'inverse, lorsque ce taux procède de l'incorporation d'un certain nombre de primes et que le salarié ne peut seul revérifier ses calculs, moi, je pense que la prescription démarrera au jour où le salarié aura connaissance de la décomposition de ce taux horaire. Et là, ma recommandation est la suivante, c'est que lorsque certains employeurs seront interrogés par des salariés pour avoir des informations sur le détail de ce taux, moi, je n'hésiterai pas à faire preuve de transparence, mais aussi à formaliser la réponse qui sera faite aux salariés, puisque c'est cette information qui permettra, en cas de litige, de dire que la prescription de 3 ans avait effectivement démarré au jour où le salarié a eu cette information. Une décision qui nous interpelle, c'est l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation ne s'était pas fondée sur les dispositions du Code du travail en matière de prescription, mais au contraire sur les dispositions du Code de procédure civile et sur l'article 2224, qui prévoit une prescription non pas de 3 ans, mais de 5 ans. Ceci étant, on le verra plus tard dans la présentation, d'autres délais liés au contrôle et aux sanctions de l'activité partielle étant plus longs, la recommandation pour les employeurs, c'est de conserver durant plus de 3 ans
tous les documents qui permettront de justifier des heures travaillées, des heures rémunérées et aussi du calcul des taux retenus pour les payes. On en vient maintenant à la question de l'activité partielle individualisée. Jusqu'à présent, le placement en activité partielle avait un caractère collectif et donc égalitaire. L'employeur mettait en activité partielle tous les salariés de l'entreprise ou tous les salariés d'un atelier ou d'une équipe. Sous certaines conditions et pour une durée temporaire jusqu'à la fin de l'année 2020, sauf changement, le gouvernement a instauré par ordonnance du 22 avril 2020 un dispositif novateur qui est cette fois le placement individualisé en activité partielle. Alors, sous certaines conditions malgré tout. Première condition, ce dispositif doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité. Deuxième condition, et elle est fondamentale, ce dispositif ne peut être mis en place qu'en cas d'accord collectif ou par décision de l'employeur, mais dans cette hypothèse, avec l'accord et l'avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise. À aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de ce que des accords de branche auraient déjà été adoptés sur cette question. Ça pourrait venir dans les prochaines semaines, mais l'employeur peut donc en passer par un accord d'entreprise ou une décision favorable de son CSE. Avec ce nouveau dispositif, l'employeur peut donc mettre uniquement certains salariés d'un service ou d'un atelier en activité partielle, de même qu'il peut faire une répartition entre ses salariés et répartir de façon différente les heures travaillées et les heures chômées entre les membres de cette équipe ou de cet atelier. Alors, on a un certain nombre de garde-fous malgré tout, dans l'accord ou dans le document qui sera soumis à l'avis favorable du CSE, l'employeur doit préciser, et c'est repris par le texte, un certain nombre d'éléments qui sont les suivants. Tout d'abord, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité. Par définition, toutes les compétences de l'entreprise ne seront pas donc concernées. Ensuite, les critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées ou aux qualifications et aux compétences professionnelles des salariés. Ça permettra de déterminer quels salariés seront placés ou maintenus en activité partielle. Ensuite, les modalités et la périodicité dans lesquelles pourront être réexaminés ces différents critères. Les modalités particulières de conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale. On rejoint un peu ici des notions qu'on connaît déjà sur les conventions de forfait en heures et en jours sur l'année, et les modalités d'information des salariés qui seront concernés par la mise en place de ce système. Alors, j'attire l'attention de ce système sur deux points qui paraissent importants. Tout d'abord, le cas particulier des salariés protégés. En mars 2020, le gouvernement, eu égard au recours massif à l'activité partielle, a autorisé le placement des salariés protégés en activité partielle sans revenir aux règles de droit commun habituelles, c'est-à-dire sans avoir leur accord préalable et express. Avec le système de l'individualisation de l'activité partielle, on en revient à la règle de droit commun et l'employeur devra recueillir l'accord du salarié titulaire de mandat. Deuxième observation, j'ai évoqué tout à l'heure dans le choix des salariés l'application du critère des compétences professionnelles. Certaines organisations syndicales sont déjà vent debout contre ce critère, considérant qu'il pourrait permettre à certains employeurs de choisir finalement les salariés les plus productifs, je cite entre guillemets, à remettre au travail, quand dans le même temps, ils laisseraient les autres en activité partielle, totale ou partielle. Alors, pour éviter cet écueil, moi j'invite à la vigilance et nous n'avons pas encore de visibilité sur ce critère puisque le texte est très récent, mais je propose de raisonner par analogie. Par rapport à un critère qui est déjà inscrit dans le Code du travail, notamment pour déterminer les critères d'ordre de licenciement pour motif économique, c'est le critère des qualités professionnelles. Sur ce critère, nous disposons d'une jurisprudence abondante tant au plan judiciaire qu'au plan administratif. Et on sait par exemple que pour les entreprises qui ont des outils d'évaluation annuelle de leurs salariés, eh bien, elles pourront utiliser ces supports d'évaluation pour déterminer demain lesquels de ces salariés seront placés ou non en activité partielle.
Pour ceux qui ne seraient pas dotés de ces outils, je rappelle qu'en 2019, le Conseil d'État a validé comme indicateur la prime d'assiduité versée aux salariés sous réserve qu'elle soit corrigée par les critères d'absence pour motifs légaux. Alors, ce système, c'est évidemment une souplesse sans précédent pour les employeurs, mais attention, ça pourrait donner lieu aussi à des contentieux qui seront fondés donc sur 3 fondements que j'envisage aujourd'hui. Tout d'abord, la discrimination, qui est avec une prescription de 5 ans, donc un risque qui dure dans le temps, mais aussi la problématique de l'inégalité de traitement entre les salariés ou encore l'exécution déloyale du contrat de travail, fondements qui sont tous deux soumis à une prescription de 2 ans. Alors, en conclusion de cette première partie, je rappellerai que le risque judiciaire pour les entreprises, il n'est pas seulement, entre guillemets, de les exposer à des rappels de salaire, parce que certains pourraient se dire que ce serait limité. Attention, cela pourrait aussi entraîner la rupture du contrat de travail. Tout d'abord, ce que j'appelle la rupture immédiate, c'est la prise d'acte de la rupture. Et puis la rupture différée, c'est-à-dire la demande de résiliation judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, et le non-paiement du salaire en fait partie, et si ces manquements perdurent et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors il est rompu au tort de l'entreprise. Donc là encore, prudence pour les employeurs. Concernant maintenant les contentieux qui pourront découler indirectement de l'activité partielle et que j'appellerais les contentieux périphériques. Tout d'abord, l'indemnité pour travail dissimulé, puisque la sanction du recours dans le non-respect des règles à l'activité partielle n'exposera pas seulement l'employeur à des sanctions administratives, voire même pénales, mais aussi au plan civil, avec en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois de salaire. Deuxième impact de l'activité partielle sur les indemnités de rupture. Tout d'abord, le préavis. Je rappellerai que l'activité partielle n'a pas pour effet de décaler le point de départ du préavis, ni même de modifier sa durée. Ceci étant, l'indemnité de préavis, qu'il soit effectué ou que le salarié soit dispensé, la jurisprudence et le Code du travail confirment qu'elle doit être calculée sans tenir compte de l'activité partielle, c'est-à-dire en faisant comme si le salarié avait travaillé normalement, et on doit donc neutraliser cette période. S'agissant de l'indemnité de licenciement maintenant, le Code du travail rappelle qu'en cas de suspension du contrat de travail, sauf disposition plus favorable, l'ancienneté n'est pas décomptée pour le calcul des droits et l'activité partielle totale aura donc ici les mêmes conséquences, sauf disposition plus favorable dans une convention collective par exemple. Maintenant, sur le calcul du salaire de référence. Pour l'indemnité légale, il se fait sur les 12 ou 3 derniers mois précédant la notification du licenciement, c'est-à-dire précédant l'envoi de la lettre. Et là, la jurisprudence confirme également que l'employeur doit neutraliser la période d'activité partielle et donc recalculer les salaires comme si le salarié avait travaillé normalement. Donc voilà le panorama des contentieux qui pourront arriver demain, mais aussi dans les mois à venir. Les entreprises vont rester, pour certaines, majoritairement en activité partielle, au moins jusqu'à la rentrée, voire plus, et donc pourraient être exposées à ces risques de contentieux individuels. Merci beaucoup Stéphanie. Donc on vient de voir le panel des contentieux prud'homaux directs ou périphériques qui pourraient se produire suite à la mise en place de l'activité partielle. Maintenant, la partie sensible finalement de la mise en activité partielle, c'est toutes les situations dans lesquelles eh bien, la mise en place n'a pas été réalisée exactement comme elle aurait dû, ou finalement les salariés qui sont en activité partielle sont aussi en télétravail et la frontière entre les deux, on sait qu'elle est difficile. Et bien évidemment, dans le cadre des contrôles qui seront opérés, eh bien, les contrôleurs du travail vont chercher finalement à rechercher eh bien, les fraudes à l'activité partielle. C'est le point qui va être développé maintenant par Émilie Tournier. Émilie, je te donne la parole pour nous faire ce panorama de toutes les fraudes possibles et puis ensuite, tu envisageras, je crois, la question des contrôles et de la façon dont ils vont s'opérer. Tout à fait. Merci Lionel. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Émilie Tournier, avocat au sein du cabinet PRK. J'ai donc pour mission aujourd'hui d'essayer de vous
dresser un panorama des hypothèses de fraude qui pourraient être identifiées par l'administration et qui pourraient conduire l'employeur à se voir sanctionner. Dans les fraudes à l'activité partielle, on a identifié 2 types de fraudes. Dans un premier temps, les fraudes relatives aux conditions même du recours à l'activité partielle et ensuite les fraudes relatives aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle. Donc, sur les premiers types de fraudes, celles relatives aux conditions de recours à l'activité partielle, il y a 2 types de fraudes. La première, qui bien évidemment elle va être examinée ou qui n'est déjà en cours d'être examinée par l'administration, c'est celle de vérifier que les employeurs qui ont eu recours à l'activité partielle répondent bien aux conditions fixées par la loi, c'est-à-dire, je vous rappelle les 3 hypothèses qui ne sont pas cumulatives, soit il y a eu fermeture temporaire totale ou partielle de l'entreprise ou de l'établissement, soit décidée unilatéralement par l'employeur, soit par arrêté préfectoral, notamment par exemple pour les restaurants, soit par une réduction de l'horaire collectif de travail suite à une baisse d'activité ou d'approvisionnement de l'entreprise, ou alors une impossibilité pour l'employeur de mettre en place les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé des salariés. Si effectivement donc, un agent de contrôle était amené à constater un placement d'activité partielle malgré l'absence de fermeture de l'entreprise ou bien avec le maintien de l'horaire collectif, l'employeur pourrait se trouver en situation de fraude. Donc, pour parer à ces contrôles et les prévenir, on va dire, il est donc recommandé de réunir et de conserver le plus de pièces possibles permettant de justifier le recours à l'activité partielle et les circonstances exceptionnelles qui ont justifié pour l'employeur soit la fermeture de l'entreprise, soit effectivement la réduction de l'horaire de travail. Quelques exemples de ces documents qui pourraient être demandés par l'administration ou même avancés par l'employeur. Tout le carnet de commandes justifiant justement de ces baisses de commandes, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise, tous les justificatifs de fermeture des établissements fournisseurs, les difficultés rencontrées par l'employeur d'approvisionnement, l'impossibilité de recours au télétravail ou alors même la limitation des déplacements pour les entreprises qui notamment comportent de nombreux commerciaux et qui n'ont pas pu aller visiter les clients. Deuxième type de fraude, celle qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés, puisque c'est la question de la consultation ou non du CSE et de la transmission de l'avis à la directe. Donc, pourquoi les entreprises de plus de 50 salariés? Parce que vous savez que dans les entreprises de moins de 50 salariés, la consultation du CSE n'est pas requise en cas de recours à l'activité partielle. Donc, effectivement, pour les entreprises de plus de 50 salariés, je vous rappelle le principe, c'est que normalement, la consultation doit être préalable à la demande, au placement en activité partielle et à la demande d'autorisation transmise à la directe. Bien évidemment, compte tenu de l'état d'urgence, et vous le savez, les employeurs ont été autorisés à consulter le CSE après leur dépôt de demande d'autorisation d'activité partielle, mais dans un délai maximum de 30 jours suivant le placement des salariés en activité partielle. Et toujours, l'employeur a l'obligation de transmettre l'avis du CSE dans un délai de 2 mois suivant le placement d'activité partielle à la directe. Ça conduit donc l'administration à pouvoir constater 4 situations éventuelles d'irrégularité ou de fraude. Soit vous avez un employeur qui n'a pas adressé à l'administration l'avis du CSE dans le délai de 2 mois, soit il a consulté son CSE, mais il l'a consulté au-delà du délai de 30 jours requis, ou alors il peut avoir oublié d'adresser l'avis du CSE à l'administration. Alors, dans ces 3 hypothèses, on est quand même en présence d'une consultation du CSE, donc il y a eu respect de la règle posée par le Code du travail, mais il y a bien une irrégularité en termes de délai notamment. Donc là, on pourrait imaginer que l'administration fasse preuve de souplesse peut-être lors de ces contrôles et des éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées. Ce qui, en revanche, ne sera pas du tout le cas dans la dernière hypothèse de fraude, qui est celle de l'absence totale de consultation du CSE, car effectivement, une telle situation pourrait amener l'administration à sanctionner lourdement l'employeur, d'une part en retirant la décision administrative d'autorisation, et puis surtout l'employeur se trouverait en situation de délit d'entrave. Néanmoins, cette absence de consultation du CSE, il faut distinguer 2 hypothèses. Soit elle résulte du fait d'un procès-verbal de carence qui a été dûment constaté. Dans ces cas-là, pas de difficulté, pas de CSE, pas de consultation possible. Soit en revanche, l'employeur n'a pas consulté le CSE parce qu'il n'avait pas mis en place un CSE.
conformément aux obligations qui lui étaient imposées par la loi et le CSE qui devait être mis en place avant le 31 décembre 2019. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait imaginer qu'en cas de contrôle, l'administration ne validera le recours à l'activité partielle, par exemple en cas de contrôle au mois de juin 2021, à la condition sine qua non que l'employeur ait respecté son engagement d'organiser des élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE consécutivement après au placement de ses salariés en activité partielle. Voilà ce qu'il en est pour ce premier type de fraude. Deuxième type de fraude, s'agissant des modalités de mise en œuvre de l'activité partielle. Alors là, les hypothèses de fraude sont plus nombreuses. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, mais sachez que les slides qui vous sont présentés vous seront adressés par la suite. Donc, vous pourrez bien évidemment les consulter. Alors, première hypothèse de fraude qui sera tout particulièrement recherchée par l'administration, ça sera celle des salariés qui ont été placés en activité partielle, c'est-à-dire soit en inactivité totale, soit en inactivité partielle, mais qui, en réalité, se sont trouvés en télétravail ou à qui il aurait été demandé de travailler. Le principe a été rappelé à de très nombreuses reprises par le gouvernement et la ministre du Travail. Les salariés en télétravail ne peuvent pas être placés en activité partielle, totale ou partielle, c'est-à-dire sur une même journée. Effectivement, c'est soit vous êtes en télétravail, ou soit vous travaillez, soit vous êtes en activité partielle. Mais le cumul des deux n'est bien évidemment pas possible. Pourquoi? Parce qu'en cas de placement en activité partielle, le contrat de travail du salarié est suspendu. Et dans ces cas-là, le salarié ne doit ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de son employeur, donc ne pas répondre au téléphone, ne pas répondre à ses mails, ne pas se conformer aux directives de son employeur, et pour sa part, l'employeur, lui, a l'interdiction de demander à son salarié de travailler ou de se présenter sur le lieu de travail. Donc, il est impératif pour l'employeur de bien distinguer et de bien vérifier que pour des salariés qui ont été placés en activité partielle, il n'y ait pas de travail réalisé par les salariés ou pas de jour de congé posé. D'ailleurs, et encore ce matin, j'ai vérifié sur le site de la Directs de l'Île-de-France, les ministres du Travail et les Directs invitent les salariés et les représentants du personnel à dénoncer et à signaler des situations dans lesquelles il y aurait eu violation par l'employeur de ce respect de placement en activité partielle et donc d'interdiction de travail pendant ces périodes-là. Donc, vous avez plusieurs effectivement situations concrètes. On peut tout à fait imaginer qu'un salarié ait travaillé pendant une durée supérieure à celle qu'il a déclarée à l'administration, qui a été déclarée à l'administration, ou bien qu'un salarié qui a été placé en activité partielle à raison de 3 jours par semaine ait en réalité travaillé 5 jours sur 5. Donc là aussi, effectivement, on aura une hypothèse de fraude. Et autre hypothèse de fraude auquel il va falloir faire extrêmement attention, c'est celle dans laquelle où les employeurs auront passé des directives extrêmement claires et précises sur donc, le non-travail en période d'activité partielle et malheureusement des managers ou des directeurs qui auraient malgré tout demandé à leurs salariés de travailler. Là, il ne faut pas oublier que l'employeur est dans ces cas-là en sa qualité de personne morale et pourra être reconnu responsable et coupable de fraude dès lors qu'il est responsable des agissements de ces supposés. Donc, une recommandation pour les employeurs, veillez régulièrement par mail ou par des notes de rappel à l'ordre aux salariés placés en activité partielle de ne pas travailler. Ce qui implique quoi? Ce qui implique pour les employeurs de contrôler de manière très efficiente les heures chômées et les heures travaillées. Puisque parfois la frontière entre les deux va être effectivement très difficile à distinguer. Pour ce faire, quelques exemples, quelques conseils plutôt. L'employeur doit communiquer aux salariés dans la mesure du possible et de manière très précise ses horaires de travail, ses jours ou demi-journées travaillées et à contrario éventuellement ses jours de congé. Et une fois que ces horaires ont été communiqués, l'employeur doit ensuite vérifier et contrôler la réalité et le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures chômées également. Et dans ces cas-là, l'employeur il est recommandé même très fortement aux employeurs de demander aux salariés de remplir de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire un décompte précis de leurs jours ou heures travaillées et chômées. Donc, soit dans l'entreprise, vous disposez déjà d'un logiciel de décompte de durée du travail spécifique, dans ces cas-là, il faut l'utiliser, soit un tel logiciel n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faut prévoir, il faut fonctionner par un système d'autodéclaration du salarié. Cette autodéclaration peut se faire par voie de mail, par voie de SMS
ou tout simplement en demandant à des salariés de remplir des tableaux Excel. En tout état de cause, quel que soit le support, il faut impérativement que les mentions suivantes apparaissent. Bon, bien évidemment, le nom du salarié, mais les semaines de travail, les heures de travail, le total des heures travaillées, si possible une signature du salarié et un contre-seing de la hiérarchie pour démontrer effectivement ce contrôle fait par l'employeur des heures travaillées. Bien évidemment, et au regard de la prescription qui est encourue par les employeurs et qui vous sera exposée tout à l'heure par Lionel, on vous recommande de conserver tous ces documents pendant toute la durée de la prescription, c'est-à-dire pour les 3 prochaines années et pas uniquement pour les juste 6 prochains mois. Autre hypothèse de fraude, celle qui sera recherchée également et qui a été visée notamment dans l'instruction du 5 mai 2020 par le ministre du Travail, c'est celle de l'erreur délibérée ou non commise par un employeur dans l'assiette de calcul du salaire moyen mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité d'activité partielle. Et là, plus particulièrement, est visée l'hypothèse d'une majoration du taux horaire du salarié, notamment par un gonflement de son salaire moyen mensuel de référence. Et donc, puisque ça entraîne pour l'employeur des remboursements d'indemnités plus importants, voilà, ça c'est un exemple de fraude qui sera très fortement recherché. Autre hypothèse également, veiller à ce que les salariés qui ont été placés en congé et en RTT ne soient pas placés en activité partielle, puisqu'on a une incompatibilité totale de ces deux régimes et que les jours de congé et de RTT doivent être rémunérés normalement par l'employeur. Autre hypothèse de fraude, celle des cadres dirigeants, puisque vous savez qu'ils ont été autorisés par l'ordonnance du 27 mars 2020 modifiée par celle du 15 avril 2020 à être placés en activité partielle, mais à une condition bien précise, savoir celle de la fermeture temporaire totale ou partielle de l'entreprise ou de l'établissement dont ils relèvent. À défaut d'une telle fermeture, les dirigeants qui ont été placés en activité partielle, effectivement, là, l'employeur pourra être en situation de fraude. Pour le surplus, je vous invite à regarder sur les slides effectivement qui vous seront distribués pour les autres hypothèses de fraude. Vous verrez en revanche qu'il n'y aura pas de situation de fraude pour des salariés qui ont été placés en activité partielle et pour lesquels l'employeur, on peut tout à fait imaginer, renonce à demander à bénéficier de l'allocation d'activité partielle. Soit en tout ou partie, c'est-à-dire que par exemple pour une période de 6 mois d'activité partielle, on peut imaginer que pour les 3 premiers mois, l'employeur demande le remboursement à l'État des allocations d'activité partielle qui ont été versées aux salariés et pour les 3 mois suivants, renonce à demander à ce remboursement. Dans ce cas-là, bien évidemment, il ne pourra pas y avoir de fraude sur ces périodes où l'employeur renonce à demander au bénéfice de l'allocation partielle. Néanmoins, l'employeur devra quand même respecter le régime de l'activité partielle, c'est-à-dire de verser aux salariés l'indemnité d'activité partielle dans les conditions fixées par le Code du travail. Puisqu'il s'agit d'un revenu de remplacement, l'employeur aura toujours la possibilité de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales, à l'exception bien évidemment des contributions de CSG et CRDS. Néanmoins, attention sur l'assiette de contribution des contributions sociales. Là, s'il y a une irrégularité ou une fraude qui a été commise, ça n'exonérera pas l'employeur d'une éventuelle fraude vis-à-vis de l'URSSAF. Maintenant, effectivement, slide suivante, c'est comment vont s'opérer ces contrôles. Alors, ces contrôles, vous le savez, ils ont déjà commencé. Ces contrôles seront nombreux au eu égard aux enjeux financiers extrêmement importants pour, bien évidemment, l'État. Et ces contrôles aussi seront ciblés parce qu'effectivement, l'instruction du 5 mai 2020 prévoit et a identifié très clairement des employeurs qui seraient plus particulièrement contrôlés, notamment ceux qui ont présenté des demandes d'indemnisation sur la base de taux horaires élevés, et puis également ceux qui ont eu beaucoup recours, enfin les milieux d'activité qui ont eu beaucoup recours à l'activité partielle, notamment le BTP ou les conseils aux entreprises, et également les entreprises qui ont une majorité de cadres dans leurs effectifs et pour lesquels le télétravail était possible. Là, effectivement, l'administration a annoncé des contrôles ciblés et nombreux. Mais pas uniquement, bien évidemment, dans un souci d'égalité de traitement, tout le monde pourra être contrôlé. Alors, qui va contrôler ? Le Code du travail prévoit de manière précise et exhaustive quels sont les agents de contrôle qui sont en mesure de rechercher et de contrôler les infractions au travail illégal. Et s'agissant de l'activité partielle, c'est plus particulièrement les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Bien évidemment aussi, on pourrait voir les agents et les officiers de police judiciaire, puisqu'on est en matière de travail illégal pénalement sanctionné, et puis également les agents des organismes de sécurité sociale en cas de contrôle URSSAF. Il faut savoir effectivement que les agents de contrôle vont être nombreux, puisque l'administration est actuellement en train de recourir à de nombreuses embauches de vacataires et de former tout particulièrement les agents de contrôle et de bien les former sur notamment l'activité partielle, le régime légal, les fraudes possibles et les sanctions qui sont encourues. Donc, on peut parler, à proprement parler, de brigade d'agents de contrôle d'activité partielle. Ensuite, s'agissant maintenant du contrôle en lui-même, comment il va se dérouler? Alors, les contrôles vont se faire sur place, sur pièce, de jour comme de nuit. Donc, pour vous montrer un peu l'étendue des pouvoirs des inspecteurs du travail. Donc, sur place, cela signifie que les contrôles vont se faire dans les locaux de l'entreprise, quels qu'ils soient, le siège social, une usine ou bien une agence. Ils vont se faire la plupart du temps de jour, mais bien évidemment, ils pourront se faire de nuit également, notamment pour tous les employeurs qui disposent de travailleurs de nuit, pendant les usines en 3-8, dans les veilleurs de nuit ou pour le fret, par exemple. Les contrôles se feront ensuite sur pièce. Et pour ce faire, il faut savoir que les inspecteurs du travail disposent des pouvoirs les plus étendus et d'un droit de communication quasi sans limite. Parce que si vous regardez le Code du travail, on vous dit qu'effectivement, les inspecteurs du travail ont un droit de communication sur tous les renseignements et documents nécessaires pour leur contrôle. Donc, notamment en cas d'un contrôle classique, déjà, vous le savez, les inspecteurs du travail ont la possibilité de se faire présenter tout un tas de documents, et quel qu'en soit le support, hein, d'ailleurs, papier ou électronique. Et la présentation de ces documents porte sur tous les documents rendus obligatoires par le Code du travail, les livres, les registres documents, et puis tous les documents comptables, mais également aussi toutes les données informatisées qui sont stockées sur des logiciels et pour lesquels les inspecteurs du travail peuvent demander une retranscription afin de pouvoir les exploiter. Mais il faut savoir qu'en cas de travail illégal, enfin de contrôle de travail illégal, les pouvoirs de l'inspection du travail sont élargis, notamment par les articles L8271-1 et suivants du Code du travail, parce que l'employeur ne peut pas opposer à l'inspection du travail le secret professionnel pour refuser de communiquer certains documents. Et au-delà d'une simple présentation qui est demandée par l'inspection du travail s'agissant des documents, l'inspection du travail peut cette fois-ci demander une copie immédiate de tous les documents qu'il estime nécessaires pour vérifier la lutte contre le travail illégal. Concrètement, ces contrôles vont s'opérer, enfin, les contrôles de pièces vont porter sur la DSN, les bulletins de paie, les fichiers informatiques, les temps de connexion des salariés en activité partielle, les décomptes des heures et des jours travaillés, puisqu'ils vont devoir vérifier quoi? La cohérence et la véracité de ce qui est écrit dans les bulletins de paie, puisque depuis le décret du 25 mars 2020, les employeurs ont l'obligation de faire mention dans les bulletins de paie du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle et de la somme afférente. Donc, effectivement, il va pouvoir falloir vérifier que le nombre d'heures travaillées est le bon, ou le nombre d'heures chômées inversement est le bon, et que le taux horaire retenu est également le bon. Voilà. Il faut également garder à l'esprit que dans le cadre de ces pouvoirs extrêmement étendus des inspections du travail, l'employeur, tout refus de l'employeur de communiquer tout ou partie des documents devra être réfléchi et justifié, de même que la transmission d'informations qui seraient inexactes ou incomplètes. Pourquoi? Parce que l'employeur peut se rendre coupable de ce qu'on appelle le délit d'obstacle au contrôle de l'inspection du travail, délit prévu par le Code du travail et qui est pénalement sanctionné, et effectivement qui ne manquera pas, bien évidemment, d'être relevé en cas de refus de l'employeur de fournir les documents qui lui sont demandés. Et autre également sanction prévue aussi par le Code pénal, c'est celle des contraventions de troisième classe, lorsque l'employeur refuse de communiquer à l'inspection du travail tous les registres et les documents obligatoires qui sont prévus par le Code du travail.
Donc, et notamment, je donne l'exemple qui est le plus courant de celui des documents de contrôle de la durée du travail du salarié, parce que bien évidemment, au détour d'un contrôle sur l'activité partielle et donc le nombre d'heures chômées des salariés, nul doute qu'un inspecteur du travail pourrait être amené également à contrôler la durée du travail des salariés dans sa globalité. Également, autre pouvoir, au-delà des documents qui pourront être demandés par l'inspection du travail, est celle de la possibilité d'entendre des personnes. Et plus particulièrement, le Code du travail nous dit que les inspections du travail peuvent, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, entendre tout employeur, son représentant, toute personne ayant été rémunérée et afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations afférentes. Concrètement, les agents de contrôle pourront donc auditionner, entendre qui? Les membres de la direction, les responsables paye, les salariés eux-mêmes qui ont été placés en activité partielle et les managers. Et bien évidemment, à la condition qu'ils aient donné leur consentement préalable, mais il faut garder en tête que ces auditions pourront avoir lieu. Et ces auditions pourront avoir lieu où? Dans les locaux de l'inspection du travail, dans les locaux de l'entreprise, voire même, ça a été validé par la Cour de cassation, au domicile des salariés ou des employeurs. Alors, toujours bien évidemment avec l'accord préalable, mais néanmoins pour vous montrer l'étendue des pouvoirs qui sont confiés aux agents de contrôle. Et autre point également, s'agissant de ce contrôle, il faut garder en tête que les différentes administrations ont le droit de se communiquer entre elles les informations qu'elles détiennent, les bulletins de paie, les DSN, tous les documents auxquels elles ont pu avoir accès. Et c'est notamment l'instruction du 14 mai 2020 qui prévoit expressément et qui détaille le croisement de ces fichiers et des données qui pourront être réunies par toutes les administrations et non uniquement par l'inspection du travail. Voilà, pour ce qui est des contrôles, je vous rappelle juste donc l'objectif principal qui a été donc très clairement annoncé par la ministre du Travail dans son instruction du 5 mai 2020, c'est la lutte contre la fraude et l'objectif, on va dire, subsidiaire qui est celui de la régularisation des demandes d'indemnisation et notamment lorsque, on ne peut pas exclure bien évidemment que des erreurs aient pu être commises au moment des demandes d'indemnisation d'activité partielle, puisque l'arsenal législatif a été grandement modifié et à plusieurs reprises. Et donc, les agents de contrôle vont devoir différencier les employeurs qui, de bonne foi, ont commis des erreurs et dans lesquels, effectivement, ils vont les inviter à régulariser à l'amiable, à reconnaître leurs erreurs, à les corriger et justement, notamment conformément au principe du droit à l'erreur qui vous sera expliqué un peu plus tard. Et voilà, et il faut savoir qu'aujourd'hui, semble-t-il, des directs ont déjà commencé par mail, par téléphone ou même effectivement lors de leur venue dans les locaux à inviter les employeurs à régulariser des situations dans lesquelles des erreurs auraient été commises. Dans ces hypothèses-là, la situation financière de l'entreprise sera alors bien évidemment, il a été demandé au direct de tenir compte des situations financières de l'entreprise, notamment s'agissant de la question de l'échelonnement des remboursements ou même des solutions d'accompagnement qui pourraient être proposées aux employeurs. Et en revanche, la deuxième hypothèse, qui est celle de la fraude, là, bien évidemment, les inspecteurs du travail seront beaucoup plus, on va dire, durs dans la sanction, puisqu'il y aura très certainement un procès-verbal qui sera dressé, qui sera transmis au procureur de la République et qui également sera transmis aux organismes de l'URSSAF et ensuite qui pourront donc conduire aux sanctions qui vous seront dans quelques minutes exposées. Dernier point, effectivement, que je souhaitais aborder ici, c'est quels sont les moyens de preuve que les employeurs peuvent garder et réunir en cas de contrôle et afin de justifier des heures travaillées et chômées des salariés ainsi que de leur baisse d'activité. Ces moyens de preuve sont les suivants, ils sont variés, je vous en cite quelques-uns, mais bien évidemment, ils ne sont pas exhaustifs. Bien évidemment, le décompte des heures et des jours travaillés, le décompte des jours de congé, des jours de RTT, bien évidemment aussi, vous le savez, les temps de connexion au VPN,
Mais attention, ces temps de connexion ne sont pas suffisants à eux seuls parce que, bien évidemment, ils ne sont pas forcément représentatifs de la durée effective de travail des salariés. Vous avez des salariés qui ont pu parfaitement maintenir une connexion VPN toute la journée alors qu'ils n'ont pas travaillé toute la journée, qu'ils ont eu des pauses, bien évidemment. Et donc, malheureusement, ça n'est pas nécessairement représentatif de la durée du travail réel des salariés. Donc, à ces éléments-là, il faut ajouter d'autres éléments de preuve comme les emails, les SMS qui ont pu être échangés avec les salariés ou reçus, les agendas électroniques dans lesquels il est fait mention des rendez-vous, des conférences téléphoniques, des visioconférences qui ont pu avoir lieu avec les salariés pour identifier les périodes travaillées, mais également aussi, et ça on a eu vent déjà des demandes qui ont été faites par l'administration, des factures détaillées, des lignes téléphoniques professionnelles qui sont données aux salariés, accordées aux salariés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Vous avez également pour les salariés qui sont en déplacement tous les justificatifs des frais de déplacement, facture de péage, indemnité kilométrique et autres. Et puis aussi, bien évidemment, garder tous les travaux qui ont été réalisés par les salariés, que ce soit des documents, des notes, des présentations PowerPoint, des formations qu'ils ont pu animer. Bref, il faut garder à l'esprit que la bonne foi de l'employeur ne suffira pas malheureusement. L'enjeu est trop important. Et donc, si ce n'est déjà fait à aujourd'hui, on ne peut vous donner qu'un conseil, réunir au maximum le plus d'éléments de preuve possible et les conserver, on va dire, bien au chaud pendant les prochaines années, puisque bien évidemment, les employeurs seront tenus par la prescription des sanctions qui sont encourues en cas de fraude à l'activité partielle. Et s'agissant de ces sanctions, je vais donc passer la parole à Lionel Erscovici qui va vous expliquer quelles sont ces différentes sanctions. Merci Émilie. Donc Lionel Erscovici, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avocat au cabinet PRK. Avant de commencer sur la question des sanctions, il y a un certain nombre de questions qui sont déjà posées dans la chatroom. N'hésitez pas à les poser. Nous prévoyons quelques minutes à la fin de notre présentation pour essayer d'y répondre dans la mesure du possible, ou en tout cas celles qui reviendront le plus fréquemment. Voilà. Ceci étant dit, donc, nous avons pu voir qu'il y aurait des contentieux devant le Conseil de prud'homme, des contentieux individuels. Nous avons pu voir dans quelle mesure les agents de contrôle allaient pouvoir contrôler les entreprises qui ont mis en place l'activité partielle. Nous avons vu les situations de fraude. On continue le fil du développement et on en arrive au coup de bâton, c'est-à-dire la sanction. Quelles sont les sanctions encourues? Alors, pour ne pas vous assommer tout de suite, avant d'arriver à la sanction, je voulais évoquer un point qui m'apparaît important, c'est le droit à l'erreur. Vous savez que la loi du 11 août 2018, qui a un joli nom, elle s'appelle la loi de l'État au service d'une société de confiance, a créé pour la première fois, pour tout administré et en toute matière en relation avec l'administration, un droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur, c'est la possibilité de dire à l'administration en cas de contrôle « Pardon, je me suis trompé et de bonne foi ». Alors évidemment, en matière de mise en activité partielle, et compte tenu du volume quotidien de textes qui a pu paraître, avec à chaque fois des nouveautés et de nouvelles façons de procéder, eh bien, je pense que nombreux d'entre vous et de nombreuses entreprises qui ont mis en place l'activité partielle ont pu commettre des erreurs de manière parfaitement légitime et de toute bonne foi. Eh bien, elles auront la possibilité d'évoquer ce droit à l'erreur sans encourir du coup le risque de la sanction, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit pénale. Alors, en quoi consiste le droit à l'erreur et comment et à quel moment est-ce qu'on peut l'invoquer? Le droit à l'erreur, c'est juste la possibilité de le dire « pardon, je me suis trompé ». À quel moment on peut le faire? On peut le faire spontanément. Maintenant, vous faites un contrôle des éléments que vous avez envoyés à l'administration pour solliciter le remboursement de l'indemnité d'activité partielle et vous constatez que vous avez commis une erreur à une virgule près, par exemple, sur le détail des salaires de vos collaborateurs. Eh bien, vous avez la possibilité de vous diriger vers l'administration, la directe, pour leur dire, ben voilà, j'ai commis une erreur, j'invoque le droit à l'erreur, je demande une rectification. Un autre moment pour évoquer ce droit à l'erreur, c'est au moment du contrôle. Il peut y avoir des situations dans lesquelles vous constatez qu'effectivement, vous avez commis une erreur. Eh bien, vous pouvez évoquer ce droit à l'erreur avec l'administration, ce qui va vous permettre, bien évidemment, d'éviter la sanction et la majoration en cas de recouvrement. Alors, le point évidemment le plus important s'agissant du droit à l'erreur, c'est que ça ne fonctionne qu'une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant
à chaque contrôle ou toutes les semaines ou à chaque fois que vous faites une vérification. Parce qu'à partir du moment où vous avez bénéficié une fois du droit à l'erreur, si l'erreur est à nouveau constatée, elle sera nécessairement considérée comme volontaire. Et là, coup de bâton que vous avez pu éviter la première fois en invoquant le droit à l'erreur. Un autre point qu'il faut retenir s'agissant du droit à l'erreur, c'est que ça n'est pas l'alpha et l'oméga qui va vous permettre d'éviter toute sanction. Lorsque l'on évoque le droit à l'erreur, on crée un inversement de la charge de la preuve. Il appartient alors au contrôleur du travail, de la directe, s'il entend contester votre droit à l'erreur, eh bien de prouver votre mauvaise foi. Ce qui veut dire quand même que s'il trouve des indices concordants, un faisceau d'indices concordants, comme nous l'appelons régulièrement, qui établirait que manifestement vous abusez de votre droit à l'erreur et que vous avez commis une erreur parfaitement consciemment, eh bien, s'il arrive à le démontrer, il pourra passer outre votre droit à l'erreur et malgré tout, vous appliquer les sanctions administratives ou pénales que je vais évoquer maintenant. S'agissant des sanctions administratives, comme je l'ai dit au tout début de ce webinaire, il y a une première instruction ministérielle qui est parue le 5 mai, une seconde le 14 mai. Ce sont des documents qui, fort opportunément, ne sont pas publiés. On a eu énormément de mal, nous-mêmes, de notre côté, à pouvoir se procurer des exemplaires. Et on voit que l'administration, dans ses instructions ministérielles, met en place une véritable méthodologie pour l'administration, pour les contrôles, et liste de manière très claire et avec une fiche juridique à l'appui, l'ensemble des sanctions administratives ou pénales qui pourront être appliquées. Ce point est important, il ne faut pas espérer qu'un contrôleur ne soit pas totalement informé de l'étendue de ses pouvoirs et du panel de sanctions qu'il va pouvoir vous infliger s'il constate dans le cadre d'un contrôle que vous avez commis une fraude à l'activité partielle. Donc ce point est assez important et il ne faut pas oublier, il ne faut pas compter finalement sur le dépassement de l'administration. Ils seront parfaitement préparés et ils disposeront de tout l'arsenal juridique pour sanctionner en cas de fraude. Alors, quel est cet arsenal juridique? Il est de deux formes. Vous avez les sanctions administratives et les sanctions pénales. Alors évidemment, les contrôleurs de la directe ne peuvent vous infliger, alors je mets ça entre guillemets parce qu'ils ont maintenant des pouvoirs en matière pénale, mais de manière générale, ils sont surtout habitués à vous infliger des sanctions administratives. Et donc les instructions ministérielles qui reprennent la liste des sanctions administratives en évoquent finalement de trois manières, trois types de mesures. Première mesure, c'est le retrait des décisions. Comme vous le savez, pour pouvoir mettre des collaborateurs en activité partielle, vous faites une demande d'autorisation d'activité partielle et dans un cadre normal, l'administration disposait d'un délai de 15 jours pour vous autoriser cette mise en activité partielle. Du fait de la crise du Covid-19, eh bien, au bout de 48 heures, vous aviez une décision implicite d'autorisation de l'administration. Il n'en demeure pas moins que c'est une décision de l'administration et l'administration peut la retirer. Elle peut également retirer sa décision au terme de laquelle elle a accepté de vous indemniser de l'activité partielle, c'est-à-dire des sommes que vous avez versées aux collaborateurs, hein, vous savez, la demande d'activité partielle et ensuite la demande de remboursement. C'est donc une deuxième décision qu'elle peut retirer. Dans quelles conditions est-ce que l'administration peut retirer ces décisions? Eh bien, s'agissant notamment de la fraude pour l'activité partielle, elle peut le retirer si cette décision est illégale, si elle est manifestement illégale. Alors, dans quelle situation on pourrait dire que la décision est manifestement illégale? S'agissant par exemple d'une demande d'autorisation de mise en activité partielle, ce serait la situation d'une demande de mise en activité partielle d'un cadre dirigeant alors que l'entreprise n'est pas fermée. On est manifestement dans un cas où on ne peut pas bénéficier de l'activité partielle et donc si un collaborateur, si une entreprise a fait une demande, eh bien l'administration pourrait retirer sa décision. Sur l'indemnisation, ce serait demander l'indemnisation de salariés qui n'ont pas été placés en activité partielle, par exemple. Et bien là aussi, on est face à une décision qui est manifestement illégale. L'administration peut la retirer. Elle dispose d'un délai de 4 mois pour la retirer et pour évidemment prendre une autre décision. Avant de retirer sa décision, l'administration pourra d'ailleurs vous avertir de son intention et vous permettre d'échanger avec elle. Mais en général, lorsque l'administration a pris la décision, au moins implicite, avant même de vous la notifier, de retirer sa décision, c'est qu'elle a des arguments assez solides. Il faut voir que dans ces instructions ministérielles,
le ministre du Travail considère que ce ne sont pas les sanctions qui vont être le plus fréquemment utilisées, puisqu'on n'est pas véritablement sur des situations de fraude, on est vraiment sur des erreurs manifestes énormes, et il est peu probable que ce soit la sanction la plus fréquemment utilisée. Celle qui sera évidemment la plus fréquemment utilisée, c'est la demande de régularisation. Évidemment, l'instruction ministérielle prévoit qu'elle pourrait être dans un sens favorable ou dans un sens défavorable. Je fiche mon billet qu'on sera plutôt dans des sens défavorables. Je vois peu de situations dans lesquelles, dans le cadre d'un contrôle, on constaterait finalement que l'administration ne vous a pas assez indemnisé. Il n'en demeure pas moins que c'est une procédure qui est donc la plus classique. L'administration, le contrôleur constate que vous avez demandé le remboursement d'une indemnité pour un collaborateur à hauteur de 15 € alors que vous aviez le droit à hauteur de 10 €. Eh bien, vous aurez une demande de régularisation qui vous sera adressée par l'agence de services de paiement sur le delta que dont vous avez bénéficié en trop. Dernier point s'agissant de l'application de sanctions administratives, ce sont les sanctions les plus lourdes en matière de sanctions administratives, et elles sont prises lorsque, par procès verbal, il est constaté une situation de travail illégal. Elles sont visées par le Code du travail, et vous avez deux types de sanctions qui peuvent, pour certaines branches d'activité, être relativement lourdes. La première, c'est que l'administration peut demander le remboursement des aides publiques. Et par aide publique, j'entends de toutes les aides publiques perçues au cours des 12 derniers mois. On n'est pas uniquement sur les aides que vous avez reçues dans le cadre de l'activité partielle. En fonction de votre activité, il est possible, notamment dans le cadre de la crise Covid, que vous ayez pu bénéficier d'aides diverses et variées. Eh bien, sachez qu'en cas de fraude à l'activité partielle, vous pourriez être contraint de rembourser ces aides. Deuxième sanction administrative également lourde, c'est la possibilité d'exclusion de l'entreprise des aides publiques en matière de formation professionnelle, de culture et d'aide à l'emploi, et ce pendant une durée de 5 ans. Ici encore, en fonction de votre activité, vous pouvez accéder aux bénéfices d'aide publique en matière de formation professionnelle, d'emploi, voire de culture. Eh bien, sachez qu'en cas de contrôle et de sanctions pour non-respect des dispositions sur l'activité partielle, en cas de fraude, eh bien, vous pouvez être interdit du bénéfice de ces aides publiques. Alors, évidemment, on est en matière administrative, aucune sanction n'est prise sans qu'une procédure préalable n'ait été respectée. Cette procédure, eh bien, c'est un contrôle préalable et inopiné par l'administration. Elle procède à son contrôle. Dans le cadre de son contrôle, elle va relever un certain nombre d'infractions. Et dans le cadre de ces infractions, elle se dit, j'estime que je peux vous appliquer des sanctions administratives. Elle va donc vous adresser un courrier dans lequel elle vous dit, voilà ce que j'ai constaté. Et dans ce cadre, eh bien, j'envisage de prononcer à votre encontre des sanctions administratives. Je vous laisse un délai de X temps, et c'est l'administration qui, dans le cadre de cette procédure d'instruction, eh bien, fixe souverainement ce temps pour me faire part de vos observations et m'adresser, le cas échéant, des pièces. Vous avez donc ensuite un débat contradictoire, et ce n'est qu'à l'issue de ce débat contradictoire que l'administration prendra sa décision, qui sera nécessairement, puisqu'on est en matière administrative, une décision motivée. Comme toute décision administrative, vous aurez fort heureusement la possibilité de contester cette décision. On est dans des recours classiques, recours hiérarchique, recours contentieux, un délai de 2 mois pour agir, la possibilité de mener ces deux recours concomitamment, mais d'une manière générale, on a plutôt tendance à conseiller aux entreprises de d'abord passer par le recours hiérarchique et ensuite d'aller devant le recours contentieux devant le tribunal administratif. Et un point qui est important, donc ce recours, évidemment, il va porter sur la décision, l'ensemble de cette décision, la régularité de cette décision, la régularité du contrôle. On a vu que les modalités de ce contrôle devaient être claires et précises, et le contrôleur du travail peut ne pas les avoir respectées. Mais ça peut aussi porter sur la proportionnalité des sanctions. Vous savez que les sanctions, elles sont visées à chaque fois par le Code du travail, et l'administration a une relative souplesse finalement pour vous appliquer la sanction maximum ou pas. Eh bien, vous avez la possibilité, tant devant le ministre que devant le tribunal administratif, de dire, attendez, c'est la première fois que je suis sanctionné, on était dans un cadre très particulier, et je trouve que me mettre une sanction aussi élevée, je reconnais mon erreur, mais la sanction est trop lourde, je demande à ce que la proportion de la sanction par rapport au fait que j'ai commis soit revue à la baisse, et c'est un contrôle que peut opérer le tribunal administratif. Donc voilà là le panel des sanctions qui peuvent être appliquées par l'administration dans le cadre d'un éventuel contrôle. J'attire votre attention sur un point, c'est ce qui est écrit au milieu en jaune et en gras. C'est que ce n'est pas parce que vous avez une sanction administrative dans le cadre d'un contrôle que vous allez échapper aux sanctions civiles.
et aux sanctions surtout pénales. Et c'est là le point le plus important, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir un contentieux devant le Conseil de prud'homme avec des condamnations civiles, des sanctions administratives qui seraient prononcées par la directe et qui derrière, compte tenu de la gravité des faits commis, transmettrait son procès-verbal au procureur de la République qui, après instruction, eh bien, aboutirait à un procès pénal et l'application du point que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire les sanctions pénales. Alors, quand on parle de sanctions pénales en matière d'activité partielle, il en existe en réalité deux grands pans. On peut le diviser en deux ou en trois, c'est assez confus parce que vous verrez qu'en fait, il y a des renvois systématiquement. Mais il y a le travail illégal, il y a la fraude et le faux, et enfin, il y a l'escroquerie. Mais la première règle absolue, c'est que le fait de placer un collaborateur en activité partielle dans des conditions frauduleuses, eh bien, constitue du travail illégal. Et dans ce cadre-là, on a deux infractions qui peuvent être caractérisées. C'est celle du travail dissimulé et celle de la fraude ou de la fausse déclaration qui sont prévues à l'article 8211-1 du Code du travail. Alors, le travail dissimulé, j'aurais tendance à vous dire, c'est bête et méchant s'agissant de l'activité partielle. Quand vous placez un collaborateur en activité partielle de manière frauduleuse, par exemple parce qu'en réalité, il continue à travailler, et bien sûr, son bulletin de salaire, à la fin du mois, il n'y aura pas le bon nombre d'heures réellement travaillées par le collaborateur inscrit sur son bulletin de salaire. Et vous savez comme moi que ce seul constat constitue du travail dissimulé. Le fait de ne pas indiquer sur le bulletin de paie le nombre d'heures réellement accomplies par le collaborateur constitue du travail dissimulé. Alors, il y a des débats jurisprudentiels sur le fait de savoir si le seul constat de ce nombre d'heures incorrectes justifie la sanction du travail dissimulé, notamment s'agissant des heures supplémentaires. Si la Cour de cassation en matière sociale a tendance à dire qu'il faut une intention un peu plus caractérisée, j'aurais tendance aussi, moi, à penser qu'en matière d'activité partielle, si vous placez un collaborateur en activité partielle mais que vous le faites travailler, votre intention frauduleuse, elle est caractérisée. Il faudrait vraiment arriver à démontrer qu'en réalité, vous n'avez pas souhaité qu'il travaille, mais il l'a fait malgré toutes vos consignes pour éviter la caractérisation du travail dissimulé. Autre infraction possible dans le cadre toujours du travail illégal, c'est la fraude ou la fausse déclaration. Alors vous verrez que là, c'est le renvoi que je ferai tout à l'heure sur la question de la fraude, parce qu'en fait, ça renvoie à un article du Code du travail spécifique. Mais grosso modo, le seul fait de solliciter de manière indue et ou frauduleuse le bénéfice de l'activité partielle constitue une fraude ou une fausse déclaration vous expose à une sanction au titre du travail illégal. Alors, quelles sont ces sanctions au titre du travail illégal? Eh bien, vous voyez évidemment là, les deux fameux tirés. D'abord, pour le représentant légal ou son délégataire, s'il en a un, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je vous rassure tout de suite, ce sont des plafonds et non pas des peines planchées. Donc, c'est vraiment le maximum qu'encourt un représentant légal qui aurait fait travailler illégalement un collaborateur en fraudant à l'activité partielle. Maintenant, il y a aussi la possibilité de sanctionner la personne morale avec une amende qui est majorée cette fois à 225 000 €. Donc, ce sont des montants assez élevés. Et il faut voir aussi qu'il y a des peines complémentaires qui peuvent être lourdes de conséquences, comme l'exclusion des marchés publics. Si vous êtes une entreprise du BTP et que vous êtes sanctionné pour travail illégal avec comme peine complémentaire l'exclusion des marchés publics, je ne sais pas comment vous allez travailler dans les prochains mois. Donc voilà la première sanction s'agissant du travail illégal. Maintenant, la fraude, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, donc qui constitue du travail illégal, constitue aussi une infraction à part entière. En fait, le texte sur le travail illégal renvoie à l'article 5124-1 du Code du travail, qui est donc le délit de faux. Et donc, on voit que le fait d'avoir bénéficié ou tenté de bénéficier frauduleusement de l'activité partielle peut être qualifié en même temps et pour les mêmes faits de faux et de travail illégal. Concours d'infraction, je vous renvoie au cours de droit pénal de 2e année pour toutes les problématiques sur le concours d'infraction. En clair, il est possible dans certaines situations, pour les mêmes faits, d'être en concours d'infraction et donc de cumuler les infractions. Fort heureusement, on ne cumule pas les années de prison, mais autant vous dire que le montant de l'amende pénale qui serait alloué serait nécessairement envisagé à la hausse. Alors, qu'est-ce que le faux
en matière d'activité partielle, c'est le fait de tenter de bénéficier frauduleusement du dispositif d'activité partielle. Je vais juste reprendre rapidement le texte parce qu'il y a quand même un point qui est intéressant et un peu crispant s'agissant des entreprises dans ce texte, parce que ce n'est pas uniquement le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier de l'activité partielle de manière frauduleuse, c'est aussi le fait de faire obtenir frauduleusement ou tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations au titre de l'activité partielle. Par là, on vise clairement la complicité, mais la complicité relative, par exemple d'un cabinet comptable, par exemple d'un gestionnaire de paye, externe évidemment, ou de toute autre personne qui aurait participé avec l'entreprise finalement au fait de remplir les dossiers d'activité partielle et au fait de bénéficier des allocations qui vont avec. Donc on voit que s'agissant du délit de faux, on a un spectre un petit peu plus large que le seul travail illicite, même si ce spectre aurait pu être couvert par la problématique de la complicité. Alors ici, on a une sanction qui est un petit peu moins lourde. On a entre guillemets que 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende comme peine maximale et une amende pour la personne morale de 150 000 €, donc en cas de délit de faux. On est à chaque fois sur une matière délictuelle, hein. On n'est clairement pas contraventionnel, on est toujours en matière de délictuelle. Alors, j'avais mis quelques lignes sur l'analyse de la jurisprudence. En clair, c'est toujours la problématique de l'intention, savoir s'il faut caractériser ou non l'intention. Et nous, les juristes, on se délecte toujours de ce genre de contradiction de la Cour de cassation. En fonction de la chambre sociale ou la chambre criminelle, on n'a pas la même appréciation. Maintenant, sachez que s'agissant du délit de faux, vous avez quand même des chances de vous retrouver devant la chambre criminelle. Et dans ce cas-là, on a une interprétation stricte des textes et donc il faut caractériser une intention frauduleuse. Le dernier délit en matière d'activité partielle mise en place de manière frauduleuse, c'est un peu l'artillerie lourde en matière pénale, c'est l'escroquerie. C'est l'étape d'après, si vous voulez, lorsque l'on a constaté que vous avez obtenu de manière frauduleuse le bénéfice de l'activité partielle, mais que l'on caractérise le fait que vous avez finalement fait quelques manigances, quelques manœuvres. Vous avez finalement tenté de tromper pas mal de gens pour obtenir le bénéfice de cette activité partielle, par exemple vis-à-vis de vos collaborateurs, hein, à qui vous auriez par exemple ne pas dire qu'ils avaient été placés en activité partielle. Vous ne leur dites rien, continuez à travailler ou à télétravailler, et vous, derrière, vous bénéficiez, vous demandez le bénéfice de l'activité partielle. On se rapproche du délit d'escroquerie, parce que là, vous avez des manœuvres pour dissimuler votre infraction, et on est là donc sur une sanction beaucoup plus lourde, puisqu'elle peut monter à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende pour les personnes physiques, 3 750 000 € d'amende pour les personnes morales. Évidemment, en matière on est là sur des plafonds. Mais alors, ce n'est pas évidemment le délit qui sera le plus souvent caractérisé, mais il faut savoir que le pouvoir pénal peut utiliser cet outil du délit d'escroquerie et aboutir à des peines d'emprisonnement lourdes en matière d'activité partielle. Alors, au-delà des sanctions pénales directes, un petit peu comme en matière de contentieux individuel, il y a le contentieux direct et puis il y a les contentieux annexes. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Finalement, en utilisant de manière frauduleuse l'activité partielle, vous pouvez commettre également des infractions à d'autres problématiques que sont par exemple le temps de travail ou le délit d'entrave. Alors pourquoi le non-respect de la réglementation relative au temps de travail? Eh bien, vous avez un collaborateur que vous avez placé en activité partielle qui travaille plus de 35 heures, plus de 39 heures parce qu'il est en télétravail et qu'il n'éteint pas son ordinateur, ne respectant pas bougre de lui l'obligation de déconnexion qu'il doit s'imposer. Eh bien là, vous vous retrouvez avec des dépassements de la durée du travail et donc vous avez des sanctions applicables en matière de durée du travail. Et vous avez une autre problématique, c'est que vous savez que vous devez nécessairement mettre en place des systèmes de contrôle du temps de travail. Eh bien, un salarié que vous avez placé en activité partielle, mais qui a in fine contrôlé, vous risquez vraisemblablement d'avoir des problèmes de cohérence et de véracité de vos outils de contrôle du temps de travail. Et donc là, vous avez des sanctions qui pourraient être appliquées. Alors là, on est sur des contraventions de 4e catégorie et non des sanctions pénales, mais on est sur des amendes de 750 € qui peuvent être portées à 3 750 € pour la personne morale et qui sont calculées autant de fois que l'infraction est constatée. Vous avez
avez également le refus de mettre à disposition de l'inspection du travail les documents de décompte du temps de travail. Alors, Émilie Tournier vous en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le cadre d'un contrôle, mais oui, si vous refusez de mettre à disposition de l'inspecteur du travail votre document de décompte du temps de travail, qui serait un peu la preuve flagrante que vous avez fraudé en matière d'activité partielle, vous vous exposez, en plus de toutes les sanctions pénales que nous avons vues, à une amende de 4e catégorie, 450 € portée à 2 250 € pour la personne morale prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez aussi vous retrouver avec un dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect des temps de repos quotidien, et vous exposez également à des sanctions pénales de ce fait. Le dernier point, et c'est une des questions, je crois, qui a été posée, alors peut-être pas très directement, mais que je vais évoquer malgré tout, c'est le délit d'entrave. Vous savez que pour pouvoir mettre en place l'activité partielle, vous avez l'obligation en tant qu'entreprise de consulter préalablement votre CSE. Magie, entre guillemets, du Covid, pour pouvoir mettre en place l'activité partielle le plus rapidement possible au sein de l'entreprise, le gouvernement, par voie d'ordonnance, a autorisé la consultation postérieure du CSE dans un délai de 30 jours. L'idée était, eh bien, on lance le confinement le 12. Le 12, vous devez pouvoir mettre vos collaborateurs en activité partielle sans attendre les délais classiques de consultation du CSE, mais vous devez en revanche consulter votre CSE dans un délai de 30 jours. Voire même si vous n'avez pas mis en place un CSE alors que vous auriez dû mettre en place un CSE, vous devez vous engager, passer la période de crise sanitaire, d'urgence sanitaire, vous engager à mettre en place un CSE. Eh bien, si vous ne mettez pas en place ce CSE, et ou surtout si vous n'avez pas consulté votre CSE passé le délai de 30 jours, vous êtes dans une situation d'entrave. Alors, non seulement vous êtes dans une situation d'entrave, mais vous ouvrez le flanc à l'administration pour un retrait de sa décision de mise en place de l'activité partielle, parce que la condition, c'est la consultation. Une des conditions, c'est la consultation du CSE. Si vous ne le faites pas, la décision est manifestement illégale et l'administration peut la retirer. Autant vous dire que donc le défaut de consultation du CSE peut avoir des répercussions assez lourdes s'agissant des entreprises, qui va au-delà même de la problématique propre à l'entrave, qui est la peine d'emprisonnement d'1 an et 7 500 € d'amende pour le dirigeant de l'entreprise. Alors, c'était une des questions, je crois, qui nous était posée d'un collaborateur, enfin d'une entreprise, pardon, qui a mis en place l'activité partielle. Si j'ai bien compris, il n'y avait pas du tout de consultation du CSE, et je crois que la consultation postérieure dans le délai de 30 jours n'a pas non plus été réalisée. Objectivement, vous êtes dans une situation a priori d'entrave. Un conseil rapide, ce serait malgré tout, et même si vous êtes en retard, de lancer cette consultation, parce que j'aurais tendance à vous dire, s'agissant du délit d'entrave, mieux vaut tard que jamais. Malheureusement, je pense que le fait de consulter le CSE, non pas 30 jours, mais 45 jours ou 60 jours après la mise en place de l'activité partielle, ne permettra pas de couvrir la fraude à l'activité partielle pour défaut de respect des conditions de mise en place de l'activité partielle. Voilà. Voilà les éléments que je voulais voir et que je voulais relever avec vous. Alors, 2 points rapides avant d'en terminer et de passer la parole à Franck Dremot sur la partie plus contrôle et contentieux URSSAF. La prescription, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes en matière délictuelle, donc la prescription est de 3 ans à compter du jour de l'infraction. Alors, on est là sur des infractions spécifiques. L'activité partielle, le jour de l'infraction, est-ce que c'est le jour où j'ai demandé la mise en place de l'activité partielle, ou est-ce que 3 mois après, alors que j'ai fraudé à l'activité partielle parce que j'ai demandé à mon collaborateur de travailler alors qu'il est en activité partielle, est-ce que c'est à ce moment-là? Eh bien oui, c'est bien à ce moment-là. C'est une infraction continue, donc à chaque fois, tant que l'infraction continue, eh bien, le délai de prescription ne commence pas à courir. C'est un point sur lequel il faut être vigilant. Deuxième point sur lequel il faut être vigilant, c'est le casier judiciaire. Vous savez que lorsque l'on est condamné pénalement, quelle qu'en soit la cause, eh bien, vous avez une inscription de cette condamnation à votre casier judiciaire. Eh bien, sans avoir à prononcer de peine complémentaire d'exclusion des marchés publics, le fait d'avoir une inscription, et en fonction de la nature de l'inscription évidemment sur votre casier judiciaire, eh bien, peut vous exclure de facto de la possibilité de répondre à des appels d'offres publics. Et là, je vise notamment le BTP, les services, mais tout un tas d'autres entreprises qui
en ayant une mention sur leur casier judiciaire pour travail illégal, eh bien, seraient de facto exclus du bénéfice de répondre aux appels d'offres publics. Donc, c'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant, raison pour laquelle eh bien, je ne peux que vous recommander d'essayer, dans la mesure du possible, eh bien, de respecter les bornes le mieux possible en matière d'activité partielle pour éviter d'en arriver à ces sanctions. Alors, j'en ai donc terminé sur la partie pénale et la partie lourde en matière de sanctions sur l'activité partielle. Malheureusement, on continue avec les parties un petit peu douloureuses. On a le bonheur, Franck et moi, d'avoir la lourde tâche de vous affliger l'ensemble des sanctions qui peuvent vous être proposées. Mais Franck donc, va vous développer la partie relative au contrôle des URSSAF en matière d'activité partielle. Franck, je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à tous et merci de nous suivre. Donc, Franck Dremot, avocat du cabinet PRK, spécialisé sur les questions de droit de la sécurité sociale et donc d'URSSAF. Et donc, je serai le frustré de ce soir, non pas parce que je vais vous parler d'URSSAF, mais parce qu'intervenant après 3 brillants camarades qui ont été complets, j'ai la charge, donc, dans les quelques minutes qui restent, de vous parler des risques en matière de contrôle URSSAF ou de vérification URSSAF, ce qui est strictement impossible. Donc, je vais faire quelques focus pour laisser le temps ensuite de réponse à quelques questions. Bien entendu, vous aurez des slides et on est au-delà du webinaire à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Alors, premier élément d'information important, si je vais être gentil avec Lionel parce que c'est lui qui me fait défiler mes slides, alors je ne vais pas critiquer le temps. Si on s'arrête quelques instants sur la question des délais, c'est mon slide numéro 72, Lionel. Merci. Le suivant, on va y aller directement. Voilà, merci. Nous sommes aujourd'hui aux sorties de la période d'urgence sanitaire. Hein, le gouvernement avait mis en quelque sorte les délais sur pause. Là, on est sur le mode accéléré puisque pour faire bref, la reprise du cours des délais pour les contrôles, pour les procédures en cours et voire pour tout ce qui est majoration, ça devait être initialement au 1er septembre. Finalement, c'est annoncé au 1er juillet. Donc, en réalité, je vous l'annonce, dès maintenant, nous sommes repartis d'ores et déjà sur la préparation des contrôles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître les raisons pour lesquelles ça a été avancé finalement au 1er juillet, à la place du 1er septembre. Très clairement, la couleur est annoncée. La stratégie de reprise du recouvrement pourra être affinée avec le réseau en fonction des remontées de terrain. Ça veut dire que les délais ont été écourtés pour faciliter les contrôles. Alors, en matière URSSAF, on va être tout à fait clair. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je serai grognon du temps de parole dans lequel je dois vous faire part de l'URSSAF, mais c'est la réalité des choses. C'est qu'en matière URSSAF, soyons clairs, personne ne passera au travers. D'abord, parce qu'en matière de contrôle, les contrôleurs URSSAF ont 4 ans. 4 ans à partir d'aujourd'hui pour opérer des contrôles traditionnels en matière de recouvrement et de vérification des cotisations. 5 ans si on est dans la procédure dite de travail dissimulé ou de travail illégal. Et en amont de tout ça, de toute façon, les contrôles sont précédés d'ores et déjà de ce qu'on appelle la vérification via les déclarations DSN. Alors, ça sera mon slide numéro 74, si tu veux bien, Lionel. La DSN, comme vous le savez, est un outil très performant mis au service des URSSAF. L'activité partielle, je me permets de le rappeler parce que ce n'est pas toujours acquis et pas toujours évident, doit obligatoirement être déclarée dans la DSN, qui est une obligation déclarative, mais une obligation déclarative par rapport auquel les URSSAF ont des possibilités et le font de mettre en place les algorithmes qui vont leur permettre de performer au niveau des contrôles ultérieurs. On croise les informations, on les traite. Par exemple, pour la DSN de 2021, vous le savez peut-être déjà, mais il y aura, outre les renseignements d'ores et déjà à remplir, par exemple le lieu des chantiers, l'adresse des salariés, ce qui va permettre évidemment d'optimiser
les éléments de déclaration. Alors, la DSN, vous avez déjà des outils qui vous permettent un signalement des événements, c'est-à-dire un signalement des erreurs lorsque des erreurs ou des omissions sont identifiées. Ce signalement qui doit vous être retourné par les URSSAF doit faire l'objet d'un traitement et d'une rectification. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça met en position difficile pour les contrôles à venir et ça permet évidemment de constituer en quelque sorte un petit ami, un tri des éléments qui permettront de cibler des contrôles de certaines entreprises en particulier, au-delà des instructions générales qui seront données sur la sectorisation. Alors, le contrôle, oui, on va y venir tout de suite. Comment se déroule le contrôle? Là encore, je ne vais pas reprendre toutes les étapes, mais c'est important de les avoir en tête quand on sait donc qu'à partir de maintenant, un contrôle URSSAF peut, sur la période de l'activité partielle, couverte par l'activité partielle, être mis en œuvre jusqu'en 2024 en réalité. Ce qui veut dire que les URSSAF ont non seulement les moyens, mais elles ont le temps d'agir. Alors, le contrôle, je dirais dans le cadre classique et normal, c'est-à-dire hors travail dissimulé, hors travail illégal, commence par l'envoi d'un avis de passage, qui est un document essentiel, obligatoire, qui va permettre à l'employeur de commencer à se préparer et à réunir les éléments. La jurisprudence de la Cour de cassation est venue sanctionner de façon extrêmement sévère les URSSAF qui omettraient, ça peut encore arriver, de délivrer l'avis de passage ou qui délivreraient de façon incomplète sans donner toutes les informations. Alors, tout ça pour vous dire que c'est une étape importante. Moi, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'en matière de contrôle URSSAF, vous disposez de droits qui sont l'exercice dans les délais des droits d'information, des droits de réponse. Vous avez également le droit de vous faire assister pendant le contrôle. Alors, évidemment, si on commence, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais par dire à un contrôleur qu'on va être assisté dès le début d'un avocat, ça peut faire un petit peu bizarre. L'avocat, moi, je dirais que même quand il est excellent, il vaut mieux le garder dans la poche ou derrière au téléphone. Mais vous avez des professionnels. En tant que fils d'expert comptable, je n'ai absolument rien contre les experts comptables qui sont tout à fait en mesure, à certaines étapes et de façon efficace, de vous aider dans la préparation ou dans le suivi du contrôle URSSAF. Alors, il faut être vigilant à chaque étape. Le contrôleur fait son travail, bien entendu. Il a la possibilité de collecter les informations. Il a le droit d'accéder à toutes les informations, y compris les informations dématérialisées sur support dématérialisé. C'est tout à fait réglé aujourd'hui et c'est incontestable. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais sachez qu'en réalité, je prends cet exemple. Vous avez des salariés en activité partielle et en télétravail, les deux combinés. Bon. Eh bien, le contrôleur, pour vérifier non seulement les bases, mais aussi le contrôleur vérifie évidemment les bases de déclaration, mais il vérifie aussi la réalité des situations. C'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité, il va être en droit et en mesure de vérifier que ce que vous avez déclaré comme activité partielle correspond bien à un temps où le salarié ne travaillait pas à son domicile et n'était pas en situation de télétravail. Comment va-t-il faire? Il va vous demander, par exemple, les relevés de connexion VPN ou les relevés de connexion informatique à distance, quelles que soient les modalités. On ne peut pas lui refuser, on doit les lui fournir. Et le contrôleur, ça c'est moins su et moins connu, a la possibilité, par exemple, c'est l'article L114-19 du Code de la sécurité sociale qui, depuis 2018, ouvre cette possibilité peu utilisée, mais qui va être très mise en œuvre, du droit de communication. C'est-à-dire que le contrôleur va pouvoir interroger, par exemple, votre prestataire de services informatiques pour obtenir de sa part les relevés de connexion ou pour croiser les informations que vous lui avez données avec la réalité des choses. Et évidemment, pour vérifier qu'il n'y a pas ni omission, ni erreur, ni évidemment fausse déclaration. Donc, de ce point de vue-là, il est évident que non seulement on ne peut pas refuser l'accès à l'information, mais qui cherche trouve, le contrôleur qui veut chercher trouvera par tel ou tel moyen.
le conseil qui en découle, c'est là encore une fois de vous préparer, de vérifier notamment avec le contrôleur les bases de contrôle. Vous savez que le contrôleur peut, selon la taille de l'entreprise, pour l'évaluation des redressements, procéder à une évaluation par sondage et extrapolation. Ça obéit à une procédure stricte, ça doit être proposé à l'employeur qui a la possibilité et qui a plus qu'un droit de regard, qui a un droit de contrôle sur les conditions de constitution de l'échantillon et qui a son mot à dire tout au long de la procédure. Encore faut-il qu'il le fasse parce qu'après coup, lorsque on en est à l'envoi de la mise en demeure, c'est trop tard. Alors, avant l'envoi de la mise en demeure, et pour être complet et finir sur cette question de procédure, il y a évidemment l'envoi de la lettre d'observation avec une possibilité pour l'employeur qui la reçoit de répondre dans un délai de 1 mois théorique qui peut être prolongé d'1 mois sur demande. Et moi, le conseil pratique, c'est demander le bénéfice des 2 mois pour répondre. Vous n'aurez pas trop de 2 mois pour étudier les éléments avec votre avocat, avec votre expert comptable et voir comment répondre à ces observations qui généreront obligatoirement une réponse des contrôleurs à votre propre réponse avant envoi de la mise en demeure. Là aussi, les choses sont très formatées et je n'entre pas dans le détail, mais ce sont des points tout à fait importants en termes de procédure et en termes d'information pour la suite. Alors, évidemment, et je passe au slide suivant, si au cours de la procédure, on ne fait pas droit aux demandes des contrôleurs, ça s'appelle l'obstacle à contrôle et ça ouvre notamment la possibilité aux contrôleurs, outre les éléments qui sont mentionnés, ça ouvre la possibilité aux contrôleurs, en quelque sorte, de ne pas se casser la tête et de chiffrer forfaitairement son redressement, ce qui veut dire qu'il met un chiffre indicatif qui va être évidemment le chiffre maximum. Et à ce moment-là, la charge de la preuve sera supportée par l'employeur qui devra se débrouiller pour apporter la démonstration que le chiffrage est excessif et que les éléments de redressement sont très inférieurs à ce qui a été retenu. Autrement dit, ça sera à lui de chiffrer son propre redressement. Voilà. Bon, autre point quand même à relever à cet égard, c'est que, je l'ai dit, la communication sur support dématérialisé est quelque chose d'obligatoire. On peut être même contraint, dans certaines conditions, de donner accès directement à l'ordinateur et de mettre à disposition un personnel qui soit en mesure d'expliquer aux contrôleurs SAF comment accéder aux données d'information dans l'entreprise. Je ne reviens pas dans le temps sur la question de l'interrogation des salariés, mais c'est quand même un point important. Dans le cadre du contrôle normal, ça obéit à des règles strictes. Le contrôleur ne peut pas interroger comme ça sans prévenir et n'importe comment le salarié. C'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile en cas de contrôle dans un cadre de travail dissimulé, de travail illégal. Dans ce cadre-là, les déclarations du salarié sont recueillies de façon beaucoup plus souple et l'employeur n'est pas prévenu à l'avance. Donc un panel de mesures et un panel de possibilités qui permettent d'aller très, très loin dans le contrôle. Je passe sur les éléments suivants qui ont déjà été abordés dans le cadre de la DCN, si ce n'est pour souligner que depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2020, depuis le 1er janvier, comme je l'ai indiqué, les déclarants sont informés des résultats des vérifications. Conformité et cohérence. Donc, quand on a un signalement sur une incohérence ou sur une non-conformité, il est fortement conseillé de ne pas en rester là et de répondre, parce que sinon, il ne faudra pas s'étonner derrière que dans le cadre du contrôle, les éléments ressortent quasiment automatiquement. Enfin, j'en ai dit quelques mots très rapidement, mais le contrôle dans le cadre du travail dissimulé, c'est une procédure extrêmement allégée qui permet au contrôle de se présenter sans information, au contrôleur, pardon, de se présenter sans information préalable de l'employeur et qui a notamment pour conséquence des majorations du montant du redressement, jusqu'à 25% de majoration du montant de redressement et accessoirement, je l'ai également indiqué, une prescription qui passe à 5 ans, donc qui laisse beaucoup plus de latitude au contrôleur pour remonter dans le temps. Voilà sur les autres points qui ont été évoqués très rapidement. Vous les retrouverez dans le slide sur les éléments de procédure. Je ne vais pas m'y arrêter. Je voudrais juste souligner deux points très importants. Le maître d'ouvrage peut être tenu en cas où le donneur d'ordre peuvent être tenus solidairement avec leurs co-contractants
si on se place dans le cadre du travail dissimulé. C'est donc une charge qui est supportée de façon solidaire. Enfin, dernier point, et je m'en arrêterai là dans la frustration absolue parce que j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, le mandataire qui peut être désigné par l'entreprise pour faire les déclarations, notamment au niveau de la DSN, c'est maintenant tout à fait admis, reconnu, labellisé par les URSSAF, n'est pas tenu de la responsabilité du paiement. Hein. Le principe, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, la limite à ça, c'est que, évidemment, s'il y a une fraude du tiers déclarant, évidemment, là, des sanctions peuvent tomber sur lui-même. Je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Je me tiens évidemment à la disposition du MEDEF pour refaire un webinaire spécial sur l'URSSAF, mais je laisse la place à quelques questions parce qu'on a déjà débordé assez largement sur le temps imparti. Je vous remercie. Oui, alors voilà, donc je crois que vous avez, Émilie ou Stéphanie, en matière de contrôle de contentieux, isolé quelques questions auxquelles vous proposiez de répondre. Je ne sais pas qui prend la parole, Stéphanie, Émilie, je vous laisse choisir. Merci Lionel. Effectivement, quelques questions prises sur la conversation du webinaire. La première posée par Agnès qui concerne les personnes vulnérables ou les personnes qui se trouvent en situation de garde d'enfants, puisqu'on sait que la totalité des écoles n'ont pas encore réouvert ou sont ouverts partiellement sur la semaine. Donc, je confirme à Agnès qu'il n'y a pas d'obligation de consultation du CSE dans cette hypothèse. On est sur un régime très spécifique qui a effectivement emporté au 1er mai le basculement automatique de ces salariés sous le dispositif de l'activité partielle lorsque, auparavant, jusqu'au 30 avril, ils étaient pris en charge et indemnisés par les indemnités journalières et donc la sécurité sociale. On peut même avoir des salariés qui seraient donc en activité partielle pour les motifs qu'on vient d'évoquer, alors même que dans leur établissement, aucun autre salarié ne le serait. Donc, c'est un régime très particulier, spécifique. Pas d'information consultation du CSE. Je rappelle juste que dans la relation avec votre salarié, il y a la remise du certificat d'isolement s'agissant du salarié vulnérable ou encore de l'attestation de l'établissement scolaire ou l'attestation sur l'honneur pour celui qui serait en situation de garde d'enfant. Deuxième question posée par Pascal, s'agissant d'un collaborateur rigoureux, consciencieux, qui, pour répondre à un client, aurait effectivement adressé un mail durant une période d'activité partielle. Malheureusement, Pascal, en théorie, c'est une situation de fraude à l'activité partielle. Maintenant, je pense que les agents qui feront les contrôles font aussi preuve de bon sens, comme habituellement. Et à mon sens, si vous n'êtes pas dans d'autres situations se rapprochant des situations de fraude qui ont été évoquées par Émilie, je pense qu'il y a quand même une discussion intelligente qui peut s'engager et qui peut démontrer que c'est resté l'exception. Maintenant, il est bien évident que si chaque salarié a procédé de la même façon et n'a pas pu s'empêcher de regarder ses mails alors qu'il était en activité partielle et a pu être tenté d'y répondre en se disant que ça ferait moins à faire par le lendemain, bah c'est là que petit à petit, on bascule d'une situation de bonne foi vers une situation plus complexe et plus difficile à gérer en cas de contrôle. Une dernière question qui nous a été posée par un intervenant, peut-on nous reprocher d'avoir placé des salariés en activité partielle au lieu de les mettre en congé? Alors, je rappelle qu'il n'y avait pas d'obligation de privilégier l'un ou l'autre des dispositifs, c'est-à-dire que à partir du moment où vous répondiez aux conditions du recours à l'activité partielle, à mon sens, ce reproche ne peut pas vous être fait. C'est à l'avantage des salariés, puisqu'effectivement, ils auront conservé leurs jours RTT et leurs jours de congé, là où, dès le début du mois de mars, vous aviez la possibilité de leur demander, de leur imposer la prise d'un certain nombre de jours dans les limites qui ont été posées par les textes. Vous avez eu recours à l'activité partielle, c'est votre choix. Si par ailleurs, encore une fois, le motif de recours était justifié et que ça s'est fait dans les règles, il n'y a pas de raison qu'un tel reproche soit fait sur ce choix de l'employeur. Voilà pour les questions auxquelles je voulais répondre, Lionel. Merci à toi.
Merci Stéphanie. Je crois, Émilie, que tu voulais répondre aussi à quelques questions. Ouais, oui, tout à fait, merci. Je vais essayer de répondre à 3 ou 4 questions qui ont été posées, effectivement. Alors, il y en a une première qui concerne justement l'articulation du placement en activité partielle et du télétravail. Un intervenant pose la question de savoir si on peut placer en activité partielle un salarié le matin et lui demander de travailler l'après-midi. Oui, c'est tout à fait possible. La seule difficulté qu'il va y avoir pour l'employeur, c'est d'identifier de manière distincte et claire les périodes travaillées, enfin le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures chômées. La même question, effectivement, cette fois-ci sur une répartition à raison de 2 heures de travail qui ont été demandées par jour aux salariés et le reste du temps placé en télétravail. Dans l'absolu, c'est possible. Mais par contre, là, sur une période aussi courte de 2 heures, tout va être ensuite question de preuve et de bien s'assurer que les salariés n'ont travaillé que 2 heures et pas plus, puisqu'on ne peut pas exclure que compte tenu de leur charge de travail, ils ont été amenés par professionnalisme à travailler un peu plus. Mais là, attention, parce que si on ne déclare que 2 heures d'heures de travail et 5 heures d'activité partielle, il faut s'assurer qu'il y a bien eu 5 heures d'activité, enfin d'inactivité, on va dire, de la part du salarié. Voici pour les premières questions sur cette coordination activité partielle télétravail. Il y a aussi eu plusieurs questions sur les justificatifs des décomptes d'heures chômées par les salariés, notamment par l'envoi d'un tableau Excel ou de décompte qui serait établi par les salariés. Est-ce que le seul envoi par mail du tableau Excel récapitulant les heures travaillées et les heures chômées suffit, c'est-à-dire le seul envoi par mail sans signature du salarié? Si le mail a été envoyé par le salarié de son adresse mail professionnelle avec sa signature électronique, je dirais quand même que oui, ça tend et ça pourrait être suffisant. Mais bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi ne pas envisager de faire signer ce fameux document à la fin soit de la semaine, soit du mois considéré, et pour qu'on puisse avoir cette fois-ci une traçabilité écrite de la signature du salarié. Voilà. Effectivement, autre question, enfin, puisque, juste précision, la signature, elle peut se faire par le salarié, elle peut se faire a posteriori. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été faite à une semaine donnée qu'à la fin du mois, par exemple, du mois de juin, vous ne pouvez pas demander à vos salariés d'imprimer ce tableau Excel et de vous le renvoyer signé, ou même, puisque maintenant le retour sur site en présentiel se fait de plus en plus, de leur demander de signer à la fin du mois de juin ou à la fin du mois de juillet les fiches de temps qui ont été réalisées pour les mois de mars, avril et mai. Pourquoi pas, bien évidemment. En tout cas, ça sera bienvenu. Autre question qui a été posée par, cette fois-ci, je crois, Lucie, s'agissant de l'hypothèse d'une erreur qui aurait été commise sur le taux horaire pour le calcul de l'indemnité de l'activité partielle. Oui, une rectification est possible et elle est notamment possible le mois d'après lorsque vous allez faire votre déclaration d'indemnité d'activité partielle. Il faut à ce moment-là rectifier à ce moment-là le taux horaire du salarié. Et je crois, dernière question très rapide sur le CSE. Alors Lionel, tu as déjà répondu à une partie de la question, mais il y a une autre question qui est arrivée. C'est quid, effectivement, je n'ai pas pu consulter le CSE dans le délai de 30 jours imparti parce que l'entreprise ou l'établissement a été fermé pendant 1 mois et demi. Est-ce que ça suffit vis-à-vis de l'administration pour justifier de mon retard de consultation du CSE? C'est un indice. On espère que l'administration l'entendra et l'acceptera. Après, un agent de contrôle, s'il veut être extrêmement rigoureux, peut aussi dire bah oui, mais vous aviez la possibilité de le faire puisque les décrets l'ont autorisé par visioconférence ou par Skype. Mais je pense que là aussi, l'administration pourra être compréhensive et en cas de fermeture totale de l'établissement pendant effectivement 1 mois et demi et une consultation plutôt qui sera arrivée aux alentours du 40e jour pourrait être acceptée par l'administration. Juste une question qui est tombée à l'instant de Laurent, je vous la soumets à Stéphanie et à Émilie. Faute de tableau Excel de chaque salarié avec le suivi de ses heures d'activité, l'application homogène d'un taux d'inactivité au regard de l'activité commerciale et opérationnelle de l'entreprise est-elle recevable?
Grosso modo, est-ce que je peux faire une cote mal taillée d'inactivité de mes collaborateurs ou est-ce que je dois individualiser la mise en activité partielle pour mes collaborateurs? Je vous confirme qu'il faut suivre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du principe que vous allez attribuer à chacun un nombre d'heures sans, encore une fois, mettre en place un système de contrôle. On l'a rappelé les uns et les autres, le nerf de la guerre au moment des contrôles et des contentieux demain, ça sera les outils que vous aurez mis en place pour ces contrôles-là. Donc c'est vrai qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, notamment au plan informatique, je pense qu'on a des outils assez simples et facilement utilisables pour suivre les heures et les déclarations. Si le contrôleur se rend compte qu'à la minute près, tous les salariés ont déclaré très exactement le même nombre d'heures, on sait que humainement, c'est malheureusement peu probable et voire impossible. Donc, moi, je suis pour l'individualisation parce que c'est ce qui démontrera un suivi efficace et effectif et qui limitera les risques de contrôle et donc de sanctions. Merci Stéphanie. Une dernière question, je crois, de Hugo, auquel je vais me permettre de répondre si vous voulez bien. Sur la question du délai de retrait de 4 mois, la question était de savoir si ce délai était reporté du fait de l'ordonnance du 25 mars sur la prorogation des délais ou pas. À mon sens, non, pour une raison très simple, c'est que les ordonnances sur les délais en matière de procédure administrative, mais également en matière de procédure civile, en fait, permettent de proroger les délais de décision qui interviendraient pendant à échéance, qui interviendrait pendant la période juridiquement protégée. C'est-à-dire que si jamais l'administration disposait d'un délai de 4 mois et que ce délai tomberait avant le 23 juin, alors ce délai serait prorogé. Malheureusement, pour des demandes qui sont tombées de mise en activité partielle qui ont dû être faites dans le meilleur des cas au 12 mars, avril, mai, juin, juillet, pour moi, le délai s'arrête le 12 juillet, si tant est. Alors, le 12, certainement plutôt le 14 ou le 15, puisqu'on prend un délai de 48 heures pour une autorisation implicite. Mais donc, on arrive au mois de juillet. Je ne pense pas que les ordonnances du 25 mars aient prorogé les délais de quelque manière que ce soit, s'agissant de la possibilité de retrait de l'administration. Voilà sur le panel des questions. Franck, tu as dû être parfaitement clair parce que je ne vois pas dans la chatroom de questions sur le contrôle URSSAF. Donc, bien, tu vois, finalement, tu as été parfaitement clair et limpide. Je ne vois pas a priori d'autres questions particulières auxquelles nous pourrions répondre immédiatement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions. Je ne sais pas si au niveau du MEDEF, vous vouliez reprendre la parole maintenant. Je pense que de notre côté, on a à peu près fait le tour de ces questions. Comme vous avez pu le voir, on est sur un thème vaste, on est sur des conséquences qui peuvent être lourdes, des contrôles qui vont être massifs, qui vont être pour certains dématérialisés. Il faut bien voir que le pré-contrôle avec le croisement des données informatiques est déjà en place. Donc, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochains mois et les prochaines années, malheureusement, puisqu'on a vu que ça pouvait durer jusqu'à 4 ans après la mise en activité partielle. Et compte tenu du coût pour l'État de cette activité partielle, encore une fois, on est à 20 milliards d'euros, je pense qu'il ne faut pas compter sur la clémence de l'administration et sur le fait de passer entre les mailles du filet. Je pense que ça va être très compliqué et sans vouloir être trop anxiogène, les fraudeurs, les situations de fraude peuvent être caractérisées de multiples façons et je pense que l'administration s'entraîne en ce moment à identifier ces situations de la manière la plus automatisée et la plus rapide possible. Je ne sais pas si Stéphanie, Franck ou Émilie, vous vouliez rajouter un dernier mot avant de conclure. Je pense qu'on a examiné encore une fois les cas possibles de contentieux et de contrôle. On reste tous au cabinet, bien sûr, à votre disposition pour approfondir ces questions et en examiner d'autres qui n'auraient pas eu le temps d'être abordées au cours de ce webinaire. Et puis, non, moi, le mot de la fin, voilà, je vous souhaite par ailleurs à tous une bonne soirée.